Alors, bonjour, bonjour. Alors, bienvenue à ce premier événement de l'année, si on prend en compte l'année scolaire, du Havre des Luttes, qui commence cette rentrée sur la question décoloniale et antiraciste. Alors, tout d'abord, merci beaucoup au lieu de nous accueillir dans ce super endroit. Euh, donc voilà, je remercie le lieu et d'ailleurs j'informe que le lieu cherche deux artistes pour leur permanence aussi, pour leur résidence actuellement. Alors nous on est le Havre des Luttes, on a trouvé quand on s'est créé une définition un peu floue qui nous laissait la liberté de se définir avec le temps et finalement elle nous va bien cette définition. C'est un collectif de lutte contre les inégalités. Voilà. Comme ça, on dit tout et on dit rien. Alors, on est un collectif qui a pour vocation tout simplement de créer des lieux de discussion et de débat politique hors des lieux classiques. On nous retrouvera très rarement dans des lieux syndicaux, dans des universités, parce que le but c'est de proposer d'autres espaces accessibles et gratuits lorsque c'est possible. L'année dernière, on a fait 15 événements pour notre première année. Et évidemment, on est un lieu, on va pas se mentir, de gauche. Voilà. Donc le but, c'est, on est un collectif de militants qui viennent de divers endroits. On a des personnes qui viennent des milieux queer, des milieux artistiques, des milieux syndicaux. Il y a des citoyens aussi. Et on s'est créé sur le fait qu'il fallait que on se crée des espaces de discussion, de réflexion et de construction politique où on relégitime la parole politique en faisant venir des intellectuels, en faisant venir des militants et aussi en essayant de mettre en avant nos militants à nous, locaux, au Havre, hein. Donc voilà. L'année dernière, comme je dis, on a fait 15 événements et on pourrait croire qu'aujourd'hui, l'événement sur lequel on s'inscrit sur la question du colonialisme et du racisme et le bilan de cet été et puis plus largement aussi de ce qui s'est passé en Palestine, en Kanaki. Mais en fait, c'était un souhait déjà au début qu'on commence l'année sur ce sujet parce qu'on pense que c'est de toute façon un sujet central en France quand on voit comment le camp réactionnaire agit, mais aussi quand on voit comment se comporte la gauche dans sa pluralité. Donc c'est un sujet qui nous paraît central et structurant de la vie politique française. C'est pas un sujet sociétal. On ne pense pas qu'il y a la lutte contre le capital d'un côté et les luttes décoloniales, antiracistes, féministes de l'autre. Donc voilà, c'est un peu pour vous expliquer le pourquoi de cet événement. Évidemment, les résultats des dernières législatives que on pourrait analyser comme une victoire, qu'on préfère voir aussi comme une défaite avec plus de 100 députés RN dans l'hémicycle, le meurtre de Naël, le renforcement de la répression envers les Palestiniens après le 7 octobre, la question coloniale aussi en Kanaki, ont renforcé la nécessité de discuter ces sujets en France. Et on est un pays assez singulier car on est des acteurs réels de la situation coloniale, par exemple en Palestine. On collabore aisément avec un gouvernement en fournissant des armes, en fournissant des moyens économiques. Donc voilà, on essaye, nous, de s'inscrire dans cette lutte-là en se solidarisant et en créant des espaces de discussion, notamment. Donc voilà pour ce qui est du Havre des Luttes. Donc aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir en première partie Françoise Vergès, qui est politologue, militante décoloniale, et qui va venir nous parler de l'histoire coloniale dans comment elle se crée jusqu'à aujourd'hui où elle en est en France. Je peux le résumer comme ça? Oui, oui. Voilà. Et donc je vais lui laisser la parole. Bonjour, merci d'être venu, merci d'être là. Donc je vais essayer. Moi, ce que je préfère en général, c'est la conversation, qu'on puisse échanger, que vous puissiez poser des questions, qu'on en discute ensemble. Mais je vais donc quand même faire une petite présentation. Justement sur cette question donc de l'importance des processus de racialisation et ce qu'on appelle la race et la question coloniale pour le présent, c'est-à-dire dans le présent, pas seulement son histoire. Lors d'une conférence à laquelle j'assistais la semaine dernière, l'historien noir américain Robin Kelley disait, je le cite, que toutes les catastrophes actuelles trouvent leurs racines dans le monde colonial.
Donc c'était une affirmation assez forte et assez claire. C'est-à-dire toutes les catastrophes naturelles ont leurs racines dans le passé colonial. Et donc de revoir, par exemple, que ce soit l'extraction aujourd'hui, la dépossession, l'exploitation, la dévastation environnementale, le racisme structurel, tout cela aurait leur origine, et même justement de comprendre, par exemple, la Palestine, non pas simplement comme une question d'aujourd'hui, mais comme un avatar au XXIe siècle de la colonisation de peuplement, très clairement, et de revoir sur ce que c'est, quel poids a le colonialisme de peuplement, même jusqu'à aujourd'hui. Donc cette théorie qu'il ne peut pas avoir de capitalisme sans conquête coloniale et sans guerre impérialiste, qui étaient déjà des théories défendues par des marxistes comme Rosa Luxembourg, par exemple, est toujours très importante. Il faut qu'on comprenne la dialectique entre capital et colonial. Comment capital et colonial sont en relation dialectique. Et donc, comment cette étude de cette dialectique éclaire les inégalités nord-sud, la division dans les classes ouvrières, l'organisation de la précarité aujourd'hui, la mise en danger des migrations, la propriété privée, mais même aussi de comprendre donc le passé. Il y a une notion qui est peut-être pas tellement développée en France, mais que moi je trouve très intéressante, c'est la notion des après-vies, plutôt que de dire les héritages, c'est-à-dire ce qui vit encore du colonialisme et de l'esclavage. C'est-à-dire que, par exemple, l'esclavage a été aboli, bon, il est aboli partout, il y a des formes d'esclavage, mais enfin l'esclavage colonial, il a été aboli. Il n'y a plus des gens, il n'y a plus des millions de personnes qu'on va chercher dans un endroit pour le mettre. Mais il y a des après-vies, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont restées, c'est-à-dire des divisions, le racisme structurel, le fait que, par exemple, partout, encore, les personnes noires vivent moins longtemps que, je veux dire, quand on fait qu'on regarde les chiffres, on voit que partout, c'est encore, il y a une discrimination qui a pesé. Donc de voir, c'est-à-dire si on veut comprendre la question décoloniale, il faut aussi avoir le longtemps en tête, c'est-à-dire c'est pas simplement d'hier ou avant-hier, mais vraiment le longtemps de justement de ce qui est mis en place au XVe siècle, mais qui prend vraiment toute sa force vraiment vers la fin du XVe, au début du XVIe. Alors comme je viens au Havre, comme je suis au Havre, évidemment je connais le Havre comme ville ouvrière, ville reconstruite après la Deuxième Guerre mondiale, ça j'en ai quand même entendu parler. Mais en fait, très peu de choses, quand on lit sur le Havre, quel a été le rôle du Havre ou quelle a été la place du Havre dans l'histoire coloniale. Il y a très peu de choses là-dessus, on sait très peu de choses quand on dit quoi. Et en fait, la plupart des villes en France se sont enrichies pendant les siècles de colonisation, esclavage et post-esclavage. Très peu de villes n'en ont pas profité. On pense souvent, alors je vais revenir sur le Havre, on parle évidemment des villes sur la côte atlantique, mais on oublie qu'il fallait un arrière-pays pour fournir beaucoup de choses à ces capitales, à ces villes-ports, par exemple, que ce soit pour l'esclavage colonial. Et il faut de la toile. Par exemple, déjà, si on pense aux navires négriers, il faut du bois, il faut de la toile, il faut du cordage, il faut des canons. Tout ça, il faut bien les produire. Donc, ça donne du travail, ça développe des industries. Ensuite, quand le bateau part, il faut bien qu'il y ait du blé dedans, il faut des choses. Et puis, ça donne des métiers. Il faut des menuisiers, il faut des charpentiers, il faut des marins. Il faut en fait, il y a des régions entières qui ont vécu là-dessus. Donc, tout l'arrière-pays nantais, tout l'arrière-pays bordelais a vécu aussi de ça. Donc, c'est pas seulement la ville. Donc, il faut comprendre aussi dans l'espace. Une des choses, par exemple, pour la vaisselle faisait partie des choses, des monnaies échangées. Et bien, beaucoup, à un moment donné, c'est la vaisselle de Bavière qui est très recherchée par les négriers en Afrique. Donc, développement de la vaisselle de Bavière. Bon, alors évidemment, quand on pense à la vaisselle et la Bavière, on ne pense pas à la traite. Mais en fait, il y a eu des choses très lointaines. Alors évidemment, on peut penser aussi en France aux indiennes, c'est-à-dire ces morceaux de coton qui ont été développés en empruntant le design et la forme à l'Inde. C'est-à-dire c'est en Inde que les Européens découvrent ce qu'on appelle des indiennes et vont les développer, ce qui fait toute une industrie textile qui va se développer en France là-dessus, qui va servir la traite. Donc c'est de voir comment ça a
pénétrer profondément l'espace. Par exemple aussi, comme il n'était pas question de développer les colonies sucrières, le sucre n'était jamais raffiné dans les colonies, il était raffiné en France. Donc il y a beaucoup de développement de raffineries. Donc, par exemple, quand on remontait la Seine était bordée de raffineries. Le sucre arrivait, puis au bordé, une des plus grandes raffineries à Paris était là où est aujourd'hui le ministère de l'économie, à Bercy, comme une espèce de fantôme du passé. Donc il y a eu vraiment des développements très clairs ça donnait du travail à des Français, ça a fait développer des industries. Et donc pour revenir au Havre. En fait, au Havre, vers la fin des années 1880, le Havre contrôle plus de 72% du café qui est consommé. Et donc qui vient des îles colonisées, l'esclavage a déjà été aboli. C'est le premier importateur de caoutchouc. Le caoutchouc vient des colonies. Il vient du Congo, c'est-à-dire où se passent des choses absolument effroyables. C'est le premier importateur du coton des États-Unis. Donc, coton des États-Unis, produit dans le Sud, ségrégation et racisme. Par le Havre va passer 90% de la consommation française de chocolat, par exemple. 4/5 du café, 2/3 de coton, 2/3 de bois exotique, qui va être très important aussi, le bois exotique, parce que ça va servir beaucoup aux meubles, il y a toute une mode, et à la moitié du cuivre consommé en France. C'est-à-dire que le Havre va servir vraiment de porte d'entrée de production de la colonie, qui vont améliorer les vies des Français et améliorer évidemment aussi des consommations. La vie est meilleure. La vie est meilleure. Le sucre, pour des historiens anglais de colonialisme, le sucre a contribué énormément à la pacification de la classe ouvrière, en lui permettant, parce que le sucre donne des forces, donc on prenait le café le matin avec du sucre, on pouvait aller à l'usine. Ça aussi, et puis aussi évidemment, en détruisant des industries dans les pays du Sud, par exemple la destruction de l'industrie textile en Inde va profiter à l'industrie textile en Angleterre. Et toutes ces choses-là. Donc, on n'est pas du tout donc, dans quelque chose qui n'a pas d'influence là, ici, ou qui aurait des influences indirectes. On est dans des influences directes sur la transformation même des villes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le sucre et le café vont rentrer en France, vous commencez à avoir des bureaux de tabac, vous commencez à avoir des cafés. Je veux dire, la vie urbaine change. Vous recevez les gens, la manière de recevoir, la vie sociale va changer. On offre du café, on offre des gâteaux. Je veux dire, il y a plein de choses qui changent profondément. Il faut s'intéresser il faut aller profondément, pas du tout dans ce qui est en surface. Je veux dire, par exemple, même des choses qui nous semblent totalement banales, comme le gâteau de fiançailles, les dragées au baptême, le gâteau de mariage, tout ça est inventé au XIXe siècle. Ça n'existe pas avant, parce qu'il y a quand même du sucre, il y a des choses. On commence, les premiers livres de pâtisserie, ils apparaissent à la fin du XVIe siècle en France. Donc il y a une transformation profonde. C'est pas du tout dans les goûts, dans les représentations, dans la manière de recevoir, dans la manière de vivre, et évidemment dans l'industrie, dans le travail. Donc il y aurait beaucoup de choses à faire sur le Havre. J'étais au musée et il n'y a absolument pas un mot là-dessus. Ah si, il y a une peinture. Et alors, non, il y a 2 sculptures d'une femme nubienne et d'un homme nubien. Alors, on nous dit que l'homme nubien, il avait été esclave et puis il est devenu un modèle noir, un modèle pour les artistes. Et donc, l'esclavage, qui est une tâche sur l'histoire du Havre, mais heureusement que l'esclavage a été aboli. Hop, on passe comme ça et hop, on passe à autre chose. Donc, il y a quand même une reconnaissance, parce que c'est très difficile de ne pas le reconnaître aujourd'hui, quand même, il faut quand même un peu le reconnaître, mais hop, ça passe comme ça. Que fait ce Nubien au Havre? Et puis aussi, ça révèle une présence noire dans cette ville avant l'idée qu'on a des migrations qui arrivent dans les années 60. Donc, c'est des choses, ça fait aussi apparaître, ça remet en question la division spatiale de l'histoire coloniale. Ça se passe là-bas, ici, il ne se passe rien. Donc déjà, avoir cette idée du longtemps, et puis de penser que la décolonisation, c'est un long projet.
Ça n'est pas arrêté quand il y a eu les indépendances. Les indépendances, ça a été extrêmement important. Ça a complètement bouleversé le monde. Mais c'était effectivement de se réapproprier la terre, de se réapproprier, de reconstruire la nation et d'avoir sa propre économie, de vouloir. Mais ça n'a pas décolonisé le monde. Le monde, d'abord le Nord, s'est très rapidement organisé pour réaffirmer son pouvoir à travers de nouveau les lois du commerce ou reprendre des lois maritimes qui existent depuis le XVIIIe siècle, etc. De réorganiser la structure du monde pour que la puissance du Nord demeure. Il faut d'ailleurs, quand on pense à la décolonisation, étudier le droit. Le droit a été une des armes essentielles de la colonisation. Pas seulement le droit raciste dans la colonie, mais je dis le droit du commerce, le droit maritime. Aujourd'hui encore, ce sont ces droits-là qui organisent les inégalités. Je veux dire, le droit a été une arme puissante. Donc la décolonisation, c'est un projet vraiment très très sérieux et qui a des ennemis déterminés. Je veux dire, c'est pas une discussion gentille. Tiens, si on changeait la statue de je ne sais pas qui, je ne sais pas quelles sont les statues ici coloniales, il y en a Il y en a en Havre? Alors, sur les statues, je ne sais pas, je sais qu'il y a un travail qui est fait sur les rues, sur le long des rues, Mais notamment. il n'y a pas de statue. Il y a Mais une vous n'avez plaque. pas de... Je ne suis pas au Havre depuis assez longtemps pour ça. Mais vous n'avez pas de statue particulière, quoi. Non. Bon, enfin. On a une statue avec des containers très moches. Ah oh là Mais, là, j'ai vu ça. Désolé, Bon, enfin, c'est un avis personnel. Oui, ils sont pas très... Bon, bref, qui a vraiment des ennemis déterminés. Il faut vraiment le savoir. Donc, c'est pas du tout, comme disaient deux chercheurs en 2012, ce n'est pas une métaphore. On n'est pas en train de parler. Je veux dire, c'est pas simplement changer les choses sur les murs. C'est pas simplement changer les représentations. Ça va être la vraie décolonisation. Ça sera l'abolition totale du capitalisme racial, de l'impérialisme et donc du patriarcat. Ça sera son abolition. Avant ça, il n'y a pas de décolonisation. Dans le dernier livre que j'ai écrit, je reprends, je dis programme de désordre absolu, qui est un extrait d'une phrase de Frantz Fanon dans Les damnés de la Terre, où il dit la décolonisation, qui a pour projet de changer l'ordre du monde, est un programme de désordre absolu. Ça ne peut pas être une gentille négociation, une gentille conversation. Et ça sera un bouleversement profond. Et donc, c'est de reprendre ce qui ne veut pas dire que ça va nécessairement être que des guerres, mais ça veut dire que ça va être la question du désordre absolu. Il ne concerne évidemment la structure, mais il nous concerne aussi nous, hein, comme l'ont fait remarquer évidemment Fanon, mais aussi Cabral ou Mémy ou d'autres. C'est aussi le fait que des féministes autochtones d'Amérique du Sud disent qu'il n'y aura pas de décolonisation sans dépatriarcalisation. Ça. Donc, pour moi, la décolonisation, c'est vraiment, quand on parle de décolonial, ce n'est pas, je le redis, c'est pas du tout un décor. C'est pas. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de choses sont décoloniales. Il y a je veux dire, on est en train de décoloniser la publicité, la mode, la cuisine, tout cela. Mais en fait, tout ça, c'est vraiment, c'est la capacité, effectivement, du capitalisme d'absorber même ceux qui le critiquent. Je veux dire, c'est la force ça, du capitalisme, c'est sa force, et ça va effectivement beaucoup plus rapidement qu'avant, parce que dans les années 60-70, ça n'a pas été aussi rapide que, par exemple, certains des grandes combattantes ou combattants deviennent des icônes, hein, très rapidement. La rapidité avec laquelle Black Lives Matter a été repris par des corporations, pratiquement 2 jours après, je veux dire, c'était beaucoup plus difficile. Mais aujourd'hui, il y a une capacité du néolibéralisme de reprendre ça, hein, vraiment, et effectivement de faire perdre le sens au terme, quoi. Donc c'est une constante bataille de redonner du contenu chaque fois. Donc décolonial, on va pas se lamenter du fait que c'est repris, c'était inévitable, mais il faut constamment redonner du sens et du contenu. Et j'en reparlerai. Pour revenir à la France, bon, d'une part, il y a l'histoire, évidemment, comment ça pèse dans la société française, la question du racisme structurel, mais n'oublions pas que la France, ce n'est pas simplement ce qu'on appelle l'Hexagone, mais il y a aussi ce qu'on appelle les Outre-mer, bon, qui fait que de la France, la 2e puissance maritime au monde, qui lui donne un pouvoir dans l'océan Indien, dans le Pacifique, dans les Caraïbes,
dans l'Amérique du Sud, être un partenaire des organisations régionales, qui lui donne la capacité militaire d'être dans tous ces territoires, qui lui donne un rayonnement culturel, qui lui donne aussi d'énormes espaces de recherche scientifique, hein, c'est souvent négligé, c'est énorme, c'est extrêmement important. Que ce soit, par exemple, la Guyane, ça va être l'Amazonie, le Pacifique, ça va être les barrières de corail, c'est énorme, c'est énorme. À La Réunion, c'est la vulcanologie, c'est les cyclones, et c'est les maladies tropicales, dites tropicales. C'est un énorme terrain de recherche scientifique qui donne énormément de pouvoir à la France. C'est aussi à Kourou, la base spatiale, qui veut dire de l'argent. C'est là aussi l'or en Guyane, le nickel en Kanaki, la possibilité d'avoir fait des essais nucléaires au Pacifique et d'éviter les responsabilités, etc. Donc c'est un grand espace d'extraction extrêmement important. Et je reviendrai quand je parlerai du féminisme, sur la relation entre féminisme de l'Hexagone, pour en parler ainsi, et les femmes des Outre-mer. Et je reviendrai aussi sur Mayotte et la Kanaki. Pour un autre point sur lequel, donc, avant d'aborder vraiment la question des féminismes, c'est ce qu'on appelle la blanchité, les blancs. Alors, il y a deux théories hein, à propos de l'origine de la blanchité. Il y a celle qui dit que les processus de racialisation existaient déjà en Europe avant la colonisation, mais que la colonisation renforce, déploie et surtout impose la division blanc-non blanc plus fortement. Et puis l'autre école, disons, qui disent que la race et la racialisation sont des produits de la colonisation, n'existaient pas avant. Dans la première théorie, il y a, par exemple, les travaux d'historiens qui disent que la source vraiment de la blanchité, de l'invention de la blanchité, est venue d'Espagne, avec l'expulsion des Juifs et des musulmans, la théorie du sang pur, toutes ces choses-là, et qu'en fait, il y a eu une énorme production théorique et théologique qui a beaucoup servi au reste de l'Europe. Donc, ce n'est pas venu des Anglais ou des Français, c'est venu des Espagnols, avec énormément de théologiens, enfin vraiment beaucoup de travaux qu'on ne connaît pas parce que ce n'est pas traduit, mais c'est vrai. Et donc, voilà, et que ça va se répandre dans l'Europe. La racialisation touchait les Juifs et les Roms, principalement en Europe. Donc les processus de racialisation se sont déjà créés, existaient déjà en Europe, avec pogroms, séparation, discrimination dans le logement, dans le travail, dans la représentation déjà. Donc ça, c'est une première, c'est ça. Alors dans les historiens, je vous ai dit. Et puis alors évidemment, ça a influencé une théorie marxiste qui est du marxisme noir et qui est la théorie du capitalisme racial, qui est avancée par Cédric Robinson. Et qui donc l'argument, c'est que de fait, le développement du capitalisme part d'un lieu qui était déjà profondément touché par la racialisation, profondément nourri par les processus de racialisation, qui ne découvre pas donc le capital est déjà un capital racial en Europe. Il y a chez les féministes des personnes plutôt des féministes marxistes matérialistes, comme des personnes comme Silvia Federici, qui elle aussi revient sur le moment, la fin du Moyen-Âge, plutôt 15e, 16e d'ailleurs, où elle met en relation la fin des communs, c'est-à-dire tous ces espaces qui étaient partagés, sur lesquels ils ne pouvaient pas avoir de propriété privée, qui existait partout en Europe, que les gens, par exemple, je sais pas, il y avait telle forêt, ça appartenait à tout le monde pouvait aller chercher le bois, disons, dans cette forêt, elle n'appartenait pas à un propriétaire, il fallait pas payer un droit d'entrée ou acheter le bois. Ou, par exemple, même des champs qui appartenaient à tout le monde. Ça permettait aussi, dans des moments difficiles, que le village, la communauté survivent. Ça existait partout à travers l'Europe, et au XVIe siècle, il y a la fin des communs, c'est-à-dire une privatisation, tout un développement par l'État d'arracher ça. Et donc d'appauvrir et d'obliger la propriété privée, de l'imposition de la propriété privée, qui va être liée aussi à la question de la citoyenneté. Être citoyen, c'est posséder. Avec aussi une protection de la propriété privée, qui sera même, donc, comme on le sait, dans la Révolution française. Donc Silvia Federici, elle met en relation cette fin des communs
avec la chasse aux sorcières, c'est-à-dire l'appropriation des savoirs de femmes, par les hommes de science, c'est-à-dire même les connaissances qu'elles avaient de plantes médicinales ou d'autres choses, attrapées, et elles sont complètement écartées ou mises au bûcher, comme vous le savez. Et la troisième chose donc qu'elle met en relation, c'est avec la traite et l'esclavage, c'est-à-dire la division aussi qui se fait entre ce qui compte et ce qui compte pas. Il y a aussi donc à partir de ça, et puis je reviendrai sur le fait que la deuxième théorie, c'est de dire que c'est aussi se met en place cette division du monde entre les vies qui comptent et les vies qui ne comptent pas, les vies dont on peut disposer. Les vies qui, je veux dire, peu importe, je veux dire, donc finalement, il y a les maladies, ou il y a la traite, ou il y a les pogroms en Europe, ça n'a pas d'importance. Ces personnes ne sont pas tout à fait humaines, elles sont sous-humaines, donc elles peuvent disparaître. L'État, le pouvoir, peut engager des nettoyages ethniques, des pogroms, et puis ensuite, dans la colonisation, des génocides entiers et des massacres. Donc l'autre école qui dit qu'en fait finalement c'est essentiellement l'esclavage qui produit la race et la racialisation, et en fait s'appuie sur c'est une école qui veut voir, si vous voulez, dans le racisme anti-noir la source de tous les racismes. Donc ça, on pourra discuter, mais voilà un peu la différence. Dans le marxisme, dans toute la théorie marxiste, il y aura un intérêt pour la manière dont la race agit. J'ai cité, je veux dire, Marx parle de l'esclavage, mais il n'y a pas vraiment de compréhension de la question, on pourrait dire, de la racialisation, mais elle n'est pas non plus totalement absente, contrairement à ce que beaucoup pensent. Et vous avez un théoricien, on est au XXe siècle, dans la fin du XXe siècle, qui est un Jamaïcain et qui s'appelle Stuart Hall, et qui dit que la race traverse la classe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de classe sans qu'elle ne soit traversée par la race. Traversée au sens de nourrir, informer, voilà. Donc, tout cela, évidemment, se heurte en France à un universalisme français qui date aussi beaucoup de la Révolution et qui est profondément ancré et dont on pourra parler, c'est-à-dire de le refus de penser qu'il pourrait avoir des différences, c'est-à-dire un universalisme qui se présente comme étant évidemment très généreux, très ouvert, il n'y a plus de classe, il n'y a plus de différence, mais qui en fait s'appuie sur le fait du refoulement même des différences à l'intérieur de son espace, qui va se déployer dans la mission civilisatrice coloniale, c'est-à-dire que la France porte au monde ses idées de liberté, d'égalité, de fraternité. Profondément, c'est une conviction profonde, c'est pas on n'est pas là dans des gens qui seraient hypocrites, non, une profonde conviction que la France porte une mission civilisatrice et que la France apporte la liberté. La France est le pays de la liberté, elle l'apporte, elle personnifie la liberté. Et je fais juste un petit pas de côté. Dans le livre, par exemple, sur le musée, je montre que les premiers pillages qui sont faits par les armées révolutionnaires françaises au nom de libérer les objets d'art. C'est-à-dire que ces objets, l'analyse va ainsi, enfin le développement, l'argument, c'est que ces objets qui sont dans la Prusse à l'époque, ou en Italie ou ailleurs, sont possédés par des tyrans, par les monarques. Et donc, il faut les libérer. Ces objets sont esclaves, c'est des mots qui sont utilisés par les révolutionnaires. Ces objets sont esclaves, les armées révolutionnaires les libèrent et les rapportent au pays de la liberté qui est la France. Donc le Louvre va commencer, dès son ouverture, donc en 1793, à recevoir des objets. Dans le premier temps, 18e siècle, c'est essentiellement d'Europe. Et puis avec l'expédition d'Égypte. Mais l'Europe est absolument vidée, pillée, notamment par Napoléon. L'Italie est pratiquement vidée de 80-75% de son patrimoine artistique. L'Espagne, l'Allemagne, enfin vraiment, tout ça revient. Donc cette idée que la France apporte la liberté est profondément une idée qui est liée à l'idée de son républicanisme. Et donc dans sa mission civilisatrice, elle va évidemment apporter la liberté à des peuples qui sont
plongé dans la nuit, qui serait plongé dans la nuit. Alors je vais passer à la question un peu là, du féminisme. Le féminisme au XVIIIe siècle, les premiers écrits, quand on a Olympe de Gouges ou d'autres, il y a énormément de comparaisons avec les femmes, avec les esclaves. Hein. Nous sommes comme les esclaves puisque nous dépendons de nos maris, de nos pères ou de nos frères. Nous n'avons pas de liberté. Hein, donc nous sommes l'équivalent des femmes esclaves, quoi, qui n'ont pas non plus de liberté. Évidemment, dans cette comparaison, ce qui est oublié, c'est le racisme, c'est la race. C'est-à-dire que la femme noire n'est pas simplement la propriété de son propriétaire, comme l'est une femme française, mais elle peut être trafiquée, complètement trafiquée, vendue. Je veux dire, c'est pas simplement que comme une femme blanche, le mari ou le père va décider de ça. Je veux dire, c'est vrai que les femmes n'avaient pas de liberté, c'est pas ça la question que je dis. Et un autre aspect dont il faut se souvenir, c'est que effectivement, au XVIIIe siècle, les femmes françaises n'ont pas de droit. Elles n'ont pas le droit de vote. Enfin, il y a très peu de droits. Dans l'aristocratie, il y a des femmes qui s'arrachent, qui font des salons, qui font des choses, qui commencent à contester tout le patriarcat. Mais elles ont un droit, alors qu'elles n'ont pas le droit d'aller à l'université, elles ont un droit, c'est celui de posséder des êtres humains. Il y aura des femmes propriétaires d'esclaves, il y aura des femmes à la tête de plantations esclavagistes. Donc ça, c'est un droit que leur donne le fait d'être blanche et pas le genre. Et il y a d'ailleurs, ces femmes comprennent très bien que c'est un capital, qu'elles possèdent ce capital, comme si elles possédaient, je sais pas moi, des terres ou des maisons. Et notamment, on a retrouvé dans des contrats de mariage où elles exigent que les esclavisés qu'elles avaient reçus de leur père, par exemple, qui leur avaient été donnés en héritage par leur père, que ça reste leur propriété. C'est écrit dans les contrats. Donc elles comprennent très bien parce que sinon leur mari pourrait les vendre ou les louer, alors que elles, c'est sur leur capital. Donc c'est-à-dire au moment où si elles veulent les vendre, le revenu leur reviendra, ou si elles veulent les louer. Donc elles comprennent ça très bien, elles allaient dans les marchés d'esclavisés, elles savaient très bien négocier, elles comprenaient tout à fait en quoi c'était un investissement, elles avaient un investissement extrêmement important. Ensuite, il y en a qui seront à la tête de plantations. Et en France, il y aura des femmes qui seront des épouses d'armateurs, qui seront aussi très actives. Et par ailleurs, aussi vers la fin, posséder des esclaves, il y avait des femmes qui, en France, possédaient des esclavisés sans être jamais allées aux colonies ou sans savoir où c'était. C'est comme quand, je ne sais pas, si vous allez à la banque aujourd'hui et que votre banquier vous propose d'avoir des actions dans, je ne sais pas quoi, moi j'en sais rien, enfin bref, dans un truc, quoi. Et là, c'était d'avoir des esclavisés. Et donc, quand il y a eu les compensations à l'abolition de l'esclavage, on retrouve des femmes qui reçoivent de l'argent pour un ou deux esclavisés qu'elles possédaient, dont elles ne savaient même pas qui c'était ou c'était, mais dans lesquels elles avaient investi. Donc les femmes ne sont pas restées en dehors de cette économie. Elles n'ont pas été complètement privées de cette économie parce qu'elles auraient été sous le patriarcat, sous lequel d'ailleurs elles étaient. Donc cette comparaison évidemment est problématique. Ensuite, il y a dans la colonisation post-esclavagiste, alors il y a quand même une lamentation beaucoup, il y a aussi toute une littérature, il y a toute une littérature. Mais une littérature, par exemple, dans une fameuse pièce d'Olympe de Gouges, alors il y a un couple de jeunes blancs, ils sont dans un bateau, il y a un naufrage, donc ils échouent sur une île, où il y a aussi un couple de jeunes noirs. Alors, ces jeunes noirs sauvent ce couple de jeunes blancs et donc on récompense la fille blanche, qui est la fille du gouverneur de la colonie où tout ce monde se rendait, demande la libération de la femme esclave. Mais c'est donc
grâce à l'intercession de la femme blanche que la femme noire reçoit la liberté. Et puis vous avez évidemment le grand roman du XVIIIe siècle qui aura un succès énorme, qui est Paul et Virginie de Bernardin de Saint-Pierre, qui met aussi en scène une jeune femme blanche qui se promène c'est Virginie, hein, elle est avec Paul et ils se promènent dans la forêt, ils sont à l'île Maurice, hein, ça se passait à l'île Maurice, enfin c'était l'île de France à l'époque. Et ils rencontrent une jeune esclavisée qui s'est enfuie, hein, comme on disait, une marronne, hein, qui s'est enfuie. Et là, Virginie la convainc de revenir avec elle, de revenir chez son propriétaire, et que Virginie demandera au propriétaire d'être clément, hein, parce que les esclavisés qui s'enfuyaient étaient extrêmement punis. Donc la petite se laisse convaincre par Virginie, donc qui la ramène chez son propriétaire en invoquant donc la chrétienté, le christianisme du propriétaire. Et cette jeune fille donc se retrouve en fait donc redevient esclavisée et Virginie en partant lui conseille de s'en remettre à Dieu. Bon, évidemment, tout ça. Mais ce que je voulais dire par là, c'était même dans la littérature, il y avait évidemment une pitié. Hein, il y a beaucoup de pitié pour les esclavisés. Mais en fait, la liberté n'est pas envisagée. Hein, la liberté n'est pas envisagée. Et quand il y aura la révolution haïtienne, il y a toute une littérature et puis des textes qui là, mettent en scène des esclavisés qui mériteraient la liberté, mais en fait, ils ne la méritent pas parce qu'ils vont se révéler barbares et meurtriers. Hein. Alors là, il y a plusieurs romans sur lesquels on pourrait venir, dont d'ailleurs un de Victor Hugo. Et donc, on a la question de l'esclavisé, c'est que quand même, l'esclavage est condamnable, mais ces personnes ne savent pas quoi faire de la liberté. Donc, il faut être constamment là pour les mener, pour les éduquer. Donc, cette idée d'une supériorité. Et donc, chaque fois que dans la littérature ou au théâtre, il y a des moments où des esclavisés prennent leur liberté, ça se finit toujours de manière catastrophique. Parce que, voilà. Donc il y a aussi, même chez les anti-esclavagistes, il n'y a pas d'antiracisme. On peut être anti-esclavagiste sans être antiraciste. Comme on pourra être anticolonial sans être antiraciste. Et ça, parce que vraiment, il y a profondément le sentiment que les Noirs, hommes et femmes, ont besoin du parentage, de l'accompagnement civilisateur des Blancs. Donc, même si on souhaite que l'esclavage soit aboli, ça sera sous la direction paternelle, hein, donc paternaliste, des Blancs. Donc, quand il y a, par exemple, donc on est, là je vous dis, 19e et début du 20e, il y a très peu de travaux dans le féminisme qui se posent la question de leur propre attitude. Et en fait, même pendant la colonisation, vous avez une très grande féministe française, Hubertine Auclair, qui est une grande républicaine, qui sera une opposante à Napoléon III, qui va créer des journaux. Elle va voyager en Algérie, elle va écrire 2 livres où elle défend la colonisation, parce que la colonisation va sauver les femmes musulmanes, va les libérer. Et elle-même, un de ses arguments, c'est qu'en fait, la colonisation devrait être menée par des femmes françaises, parce qu'elles savent mieux comment traiter les personnes. Elles sauraient mieux le faire paisiblement, ça ne se terminerait pas par des guerres sans fin et des massacres. Donc, elle partage cette idée d'une colonisation comme mission civilisatrice, mais que ce seraient des femmes qui le mèneraient le mieux, parce qu'elles auraient une meilleure compréhension de comment dominer. Donc on est là, donc un féminisme qui est assez indifférent à la question, à la critique anticoloniale qui quand même a déjà commencé. Il y a simplement, par exemple, comme vous le savez, au moment de la Commune, Louise Michel sera exilée avec d'autres femmes communardes en Kanaki, et Louise Michel sera une des seules à prendre le parti des Kanaks dans la grande insurrection de 1898. D'autres communards vont se joindre aux armées de la répression contre les Kanaks.
Donc, et puis de dire que Louise Michel est une féministe, ça serait une grande discussion, parce que je ne suis pas sûre qu'elle accepterait. J'en viens plutôt là à un moment donné dans les années 50 où finalement il y a un texte d'Aimé Césaire qui est le discours sur le colonialisme, qui n'est pas sur le féminisme, mais qui soulève un point que jusqu'à présent, tout un mouvement féministe ne s'est pas intéressé à cette analyse de Césaire. Si vous vous souvenez, Césaire dit que l'Europe est indéfendable et qu'on ne peut pas esclavagiser et coloniser impunément, que ça va revenir en Europe, ce qu'il appelle le choc en retour. Il y aura un choc en retour. On ne peut pas. Il parle d'un poison qui contamine l'Europe et qui va donc revenir détruire l'Europe. Et pour lui, c'est le nazisme. Donc il a un long paragraphe où il dit tout ce que quand il y avait des massacres à Madagascar, ça vous ne faisait rien, quand il y avait des viols en Indochine, ça ne vous faisait rien, tout ça, que le scandale pour vous, c'est que qui a été fait en votre nom partout dans le monde soit fait contre vous. Ce qui est contre l'homme blanc, l'humiliation de l'homme blanc. Donc c'est un texte qui paraît en 1950 et qui va être très peu discuté à l'époque, à l'intérieur même de la gauche française. C'est-à-dire de se demander comment le colonialisme, esclavagiste et post-esclavagiste, aurait aussi pénétré les pensées, les théories d'émancipation. Pourquoi ça n'aurait été qu'à ce qu'on appelle la droite aujourd'hui? Comment la gauche aurait été préservée, protégée, et le féminisme aurait été protégé de ce choc en retour? Pourquoi ce choc en retour n'aurait pas du tout affecté ces théories, ces idéologies? Mais cette question ne sera pas posée. De la même manière qu'en 1956, Césaire, dans sa lettre de démission à Maurice Thorez, il dit, bon, alors, vous voulez bien de la fraternité, mais tant que vous êtes le grand frère. Donc nous, il faut qu'on soit le petit frère. Il appelle ça le fraternalisme. Il dit qu'il y a un universalisme totalement abstrait, que le Parti communiste ne veut pas comprendre que, bien sûr qu'il est communiste, mais qu'il est aussi noir. Et qu'il est noir parce qu'on l'a fait noir. Parce que des Français ont apporté ses ancêtres en Martinique. Et donc il a une histoire dont c'est son histoire. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui va s'effacer. Il a été transformé en noir au sens donc racial par la colonisation esclavagiste. Et il dit donc aux communistes, vous ne voulez pas le considérer et vous voulez un universalisme abstrait. Vous ne voulez pas du tout admettre qu'on puisse être communiste et noir. Ça, je parle de la France, parce qu'on pourrait. Donc, pareil, de la même manière, ça, du côté déjà, à gauche, ça n'aura pas d'impact, c'est-à-dire cet appel à une décolonisation des idéologies du Parti communiste par Aimé Césaire, qui a été membre du Parti communiste français, qui a été en Union soviétique, qui trouvait que l'Union soviétique allait apporter le nouveau socialisme sur le monde, ne sera pratiquement pas discuté, ne sera pratiquement pas pris au sérieux. Donc c'est ce refus. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des tas de demandes, il y a des tas d'offres de discuter, d'auto-réflexion. Il y aura totalement une surdité totale. Même il y a des choses qui viennent d'autres, parce que Césaire c'est un Martiniquais, il y a des choses aussi qui viennent d'autres outre-mer. Donc on est en 56, la guerre d'Algérie n'est toujours pas terminée. Il y a des femmes évidemment françaises qui s'engagent en solidarité avec les Algériens en lutte pour leur indépendance, mais il n'y a pratiquement pas là, on pourrait dire, d'un mouvement féministe pour l'indépendance de l'Algérie. Il y a des femmes, mais qui ne se disent pas féministes. Donc ça, le féminisme est dans les années 70, quand il y a donc un renouveau des féministes, il y a des groupes de femmes noires, des groupes de femmes maghrébines, antillaises qui se créent, mais finalement cette question-là n'est toujours pas posée. Ce qui se passe ailleurs, c'est comme quelque chose qui serait juste des restes du colonialisme, mais pas des choses qui concerneraient le féminisme. Et donc, quand en 2015, il y avait toute une célébration de la loi Veil, qui avait décriminalisé l'avortement, il y a énormément de livres qui paraissent, et je feuillette tous ces livres, et je vois qu'il n'y a pas une seule fois allusion à quelque chose que je savais, c'est-à-dire que dans les années 70, il y avait eu des milliers d'avortements forcés à La Réunion. Donc,
je me dis, j'avais un peu oublié quelle avait été la position des féministes françaises, donc je me replonge là-dedans, parce que quand même, c'est en 70 que ce scandale émerge, hein, en 70, donc on est tardivement, il y a d'énormes manifestations en France, l'avortement est toujours criminalisé, les médecins sont envoyés en prison s'ils sont attrapés, les femmes sont obligées d'aller en Hollande ou en Angleterre ou ailleurs, il y a énorme mobilisation, et pendant ce temps-là, le même État qui continue à criminaliser l'avortement et qui rend l'accès à la contraception qui avait été rendu possible en 68 par la loi Nevers extrêmement difficile, encourage la contraception et l'avortement, particulièrement à La Réunion. J'expliquerai pourquoi La Réunion. C'est-à-dire l'avortement, les stérilés sont proposés à des mineurs sans consentement parental, sans y avoir besoin du consentement parental. La pilule est distribuée extrêmement librement, est encouragée. Si une femme enceinte arrive, le médecin lui dit, ou le planning familial, vous avez combien d'enfants, vous ne voudriez pas prendre la pilule, tout ça, enfin vraiment encouragé, alors qu'en France, les pauvres femmes, c'est vraiment l'impossibilité, avec encore les avortements clandestins. Donc j'ai voulu comprendre pourquoi. Alors d'abord j'ai commencé à dire que c'est le même État et que c'est une politique délibérée. C'est pas ah tiens on va faire comme ça ici et là-bas. C'est une politique délibérée, c'est-à-dire qui a le droit d'avoir des enfants et qui n'a pas le droit d'avoir des enfants. Et que donc en tirant le fil, je vois qu'il y a une politique d'État par rapport à la reproduction qui est racialisée depuis l'esclavage, qui n'arrive pas tout d'un coup au XXe siècle. Donc la racialisation même de ce qui est appelé la reproduction, c'est-à-dire d'avoir des enfants, existe depuis longtemps. Parce que sous l'esclavage, vous avez deux politiques. Vous avez celle aux États-Unis, où la traite avec l'Afrique est interdite, est abolie à partir de 1808. Donc il va y avoir une énorme reproduction locale, une industrie, disent certains Américains, certains historiens américains, une industrie de la reproduction. Notamment, il y a des États, comme la Caroline du Nord, qui vont se spécialiser dans la reproduction de la main-d'œuvre esclavisée. Donc, dans les archives, vous trouvez une jeune fille qui a, une jeune femme qui a 17, 18 ans, elle a déjà eu des enfants dès le moment où, à 14, 15 ans, elle pouvait avoir des enfants. Donc, il y avait viol sur viol, tout ça. Donc, on est là. Du côté français et anglais, le choix sera de l'importation. C'est-à-dire, au lieu de faire fabriquer des enfants esclavisés, on en fait venir, on en importe énormément. Donc, vous avez des plantations à La Réunion où, par exemple, la différence sur une plantation, vous pouvez avoir 60 hommes et 15 femmes, ou 10 femmes. Donc, vous voyez des déséquilibres énormes, absolument énormes, et qui se retrouvent dans plusieurs... Avec des discussions, d'ailleurs, faut-il reproduire localement? Non, oui, tout ça, etc. Ça se discute, hein, c'est pas clair. Mais donc, le fait, ce que je voulais dire, c'est que quand on arrive avec ce ventre des femmes, on est dans cette continuité de qui peut avoir des enfants et qui a le droit d'avoir des enfants et qui n'a pas le droit. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a un énorme souci de l'Occident des naissances dans le Sud. Parce qu'il y a des progrès qui se font, des progrès médicaux qui se font, et que donc il y a quand même moins de mortalité infantile assez rapidement. Et là, il y a un énorme souci parce que justement, il y a la peur de ce qu'on appelle aujourd'hui, de ce que l'extrême droite appelle le grand remplacement déjà, hein, si on pourrait dire. Voilà. Donc il y en a. Et il y a les grands congrès de démographie après la Deuxième Guerre mondiale, où les États-Unis sont à l'avant de cette campagne. Ces femmes font trop d'enfants. Ces femmes sont responsables de la pauvreté et du sous-développement de leur pays. Première chose. Deuxième chose, tous ces enfants vont vouloir migrer parce qu'il n'y aura pas de travail. Donc déjà, certains congrès de démographie se passent avec les mouvements sur la migration. Déjà, la relation faite entre trop de naissances dans le Sud et migration qu'il faut contrôler se fait à ce moment-là, on est dans les années 50. Et le troisième, un des arguments qui va venir plutôt vers la fin des années 60, c'est tous ces enfants vont détruire la planète. Donc un argument écologiste, capitaliste, raciste, qui, ces gens-là, de toute façon, font du mal à la planète. Les féministes vont beaucoup participer à ces idées au nom, elles, de la liberté des femmes. Un enfant quand je veux, si je veux. Ce qui est tout à fait évidemment... mais sans tenir compte justement de l'histoire raciale du contrôle des naissances.
Ça sera très fort aux États-Unis, où justement des féministes noires vont énormément reprocher aux féministes blanches d'avoir laissé faire à Porto Rico et dans les autres colonies américaines un contrôle des naissances absolument meurtrier. Mais en France, donc il y a ça. Et je me suis donc intéressée à toute cette question donc de cette histoire, et aussi pourquoi le mouvement des femmes en France, le mouvement de libération des femmes, qui était très radical, pas du tout de droite en tout cas à l'époque, était resté indifférent, était resté n'avait pas compris que de demander même l'avortement pour toutes, sans tenir compte de ça, allait continuer à encourager l'avortement dans ces pays, sans tenir compte de cette histoire raciste. Et c'était, bon, pour revenir à ce que je disais auparavant, c'est-à-dire en fait une certaine totale surdité et aveugle, et oui, une surdité à la question raciale à l'intérieur, à cette question de choc en retour. Donc, à la fin des années 90, alors vers les années 80-90, les mouvements féministes commencent à perdre de leur importance, parce qu'il y a eu quand même pas mal de choses, pas mal de lois qui ont été acceptées, tout ça. Je veux dire, bon, déjà dans les années 70, quand même, en France, les femmes peuvent avoir un chéquier, enfin, vous me dites, déjà, les années 70 quand même, bon. Elles peuvent travailler sans avoir l'accord du mari, enfin des choses stupéfiantes quand même, quand on pense que ça arrive seulement dans les années 70 en France, c'est complètement stupéfiant, hein, mais bon. Le fait de cette multiplication de lois sous Giscard et puis après sous Mitterrand, ça fait qu'il y a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ont été gagnées. Donc, les voix féministes se font moins entendre par la fin des années 90-2000. Et là, c'est là que ce dont je parle, c'est-à-dire qu'elles vont trouver dans leur opposition au voile un renouveau théorique et un renouveau idéologique qui va être extrêmement important, extrêmement fort, c'est-à-dire l'islamophobie. L'islamophobie va être leur pilier du renouveau. Et on le voit, c'est-à-dire des personnes même comme Gisèle Halimi ou d'autres vont mener la campagne contre le voile, vont trouvant le voile, c'est la soumission des femmes, le voile, c'est donc exactement tout ce contre quoi nous avons lutté. Et il y a un début de construction de l'islam, du monde islamique, comme étant par nature opposé aux droits des femmes. Par nature. Alors que tout d'un coup, le catholicisme, tout ça, s'efface, et que l'Europe est montrée comme évidemment avec des difficultés. Les difficultés ne sont pas du tout niées, mais quand même par nature ouvert, parce que c'est quand même là que le féminisme est né, enfin le terme de féminisme est né. C'est là qu'il y a eu les premiers écrits féministes. Donc l'Europe serait naturellement ouverte au progrès. Alors l'Afrique reste un peu compliquée, avec quand même il y a beaucoup de choses de campagne sur les mutilations, avec une manière de voir ces femmes en Afrique ou les femmes musulmanes comme des enfants, comme des personnes qu'il faut conduire, qu'elles ne savent pas ce que c'est que leurs droits, elles ne savent pas ce que serait leur libération. Donc l'islam va vraiment offrir un énorme terrain. Vous avez des féministes françaises qui écrivent, à l'époque des féministes françaises qui étaient de gauche, qui étaient radicales, disant que l'islam, c'est le pire patriarcat du monde. Des phrases d'où elles sortent. Donc l'islam devient un des arguments les plus importants d'un féminisme, et qui va se reporter au niveau planétaire, puisque, comme vous le savez, après les attaques des Twin Towers, quand les États-Unis lancent la guerre contre l'Afghanistan, un des arguments très importants, ça sera d'aller libérer les femmes afghanes de leur burqa. Et tout d'un coup, on voit apparaître des femmes en burqa. Personne ne savait ce que c'était que la burqa avant. On voit des tas d'images, des posters, tout ça. Il y a vraiment toute une construction de ce que c'est que la femme enfermée là. Et il y a d'ailleurs, dans ces années-là, énormément aussi de films, de séries télé, de livres aussi, de livres de témoignages qui paraissent et qui deviennent des best-sellers. Il y a toute une production qui n'est pas simplement donc un discours politique, mais une production aussi visuelle, une production, je sais pas, des livres qui s'achètent dans les gares, des livres faciles à lire, des livres de témoignages, qui montrent à quel point le patriarcat musulman serait le pire du monde. Donc on a ce que j'ai appelé, moi, un féminisme civilisationnel, parce que je trouvais qu'il reprenait le discours de la mission civilisatrice
mais en mettant les droits des femmes comme pilier, comme centrale de cette mission civilisatrice. C'était plus le développement économique ou leur apprendre la démocratie, c'était les droits des femmes. Et là, c'est gagnant. C'est gagnant, on le voit très rapidement dans les années 2000, comment les droits des femmes sont au cœur du discours des institutions internationales, des fondations privées, des gouvernements, des universités. Et au début des années 2000, très rapidement, en fait, toutes les demandes de subventions pour le développement doivent comporter un chapitre sur les droits des femmes et l'égalité des femmes. Sinon, il n'y aura pas de sous. Donc on voit à quel point ça devient absolument quelque chose qui était important, ce n'est pas question d'être contre les droits, mais quelque chose, comment ça devient vraiment une arme aux mains de l'impérialisme et du capitalisme. On le voit notamment, l'Afrique devient le continent préféré de plein de fondations privées, donc la fondation d'un certain Bill Gates, qui se fait fort de faire que toutes les femmes, les filles africaines aient accès à la contraception. Une obsession absolue sur la question de la naissance en Afrique. D'ailleurs, il y a un président de la France qui a aussi parlé de ça, il y a 4 ans. Il était déjà au pouvoir ? J'ai l'impression qu'il est depuis tellement longtemps. Oui, donc sa déclaration sur que les femmes font trop d'enfants, les femmes africaines font trop d'enfants, et c'est pour ça qu'il y a encore du sous-développement. Ce qui est absolument d'abord faux. Les femmes africaines, il y a des tas de différences d'un pays à l'autre, d'une part, et comme partout d'ailleurs, il y a moins d'enfants. Mais enfin, cette idée que les femmes sont une menace, les femmes racisées, les femmes noires, autochtones, asiatiques, sont une menace pour la paix, est extrêmement continue à l'être. Donc ces féminismes vont recevoir un soutien énorme en argent, en soutien idéologique, je veux dire les magazines féminins, la radio, la télévision, je veux dire c'est une production constante qui va être très importante. Et on voit, si vous voulez, que ça a été parce que les mouvements justement qu'on peut dire féministes, enfin en tout cas les mouvements de femmes dans le sud global prenaient de l'ampleur, enfin les mouvement de libération, ce qui fait que, comme vous vous souvenez, il y a eu la décennie des Nations Unies, la décennie de la femme. La première réunion a lieu à Mexico City, la deuxième à Copenhague, la troisième à Nairobi. À Nairobi, c'est tout le continent africain qui arrive. Et là, énorme remise en cause, en situation, des féministes blanches par les femmes qui sont là présentes, qui les empêche de parler. La Palestine est là, présente. Questionnement sur la Palestine. Qu'est-ce que vous faites sur la Palestine? Les femmes palestiniennes sont là. Angela Davis sera là. Angela Davis dit « Mais moi, je ne suis pas représentée par la délégation états-unienne qui est menée par Maureen Reagan, la fille de Reagan. » Donc, Nairobi est complètement pas du tout ce qui s'était passé à Mexico City, qui est la première réunion, tout ça, et ce qui s'était passé à Copenhague, qui était plutôt soft. Donc là, il y a aussi une peur, tout d'un coup, parce que vraiment, là, il y a des prises de position pro-Palestine, anti-impérialistes, anti-capitalistes, très fortement, et où ce qu'on appelait encore le tiers-monde est énormément présent, avec des femmes africaines qui questionnent le développement, l'idéologie de développement, qui aussi protestent contre la manière dont les questions des mutilations sont prises en charge par les féministes occidentales. Donc il y a vraiment un moment, ce qui fait que les Nations Unies vont rajouter une réunion qui n'était pas prévue, qui va se passer à Pékin. Et à Pékin, l'endroit officiel, les réunions officielles étaient dans la ville, et l'endroit des mouvements féministes de radicaux, de gauche, ça, était à je ne sais combien de kilomètres de Pékin. À l'époque, il n'y avait pas de fax et il n'y avait pas d'email. Donc vraiment, c'est comme de les envoyer je ne sais où, pour ne plus entendre leur voix, pour que ce qui s'était passé à Nairobi ne se passe pas, ne se reproduise pas. Et le discours final sera fait par Hillary Clinton. Donc on a vraiment là la mise en place de voilà, c'est ça qui va être soutenu par les grandes organisations internationales, par les gouvernements et par les fondations privées. Donc c'est ce mouvement qui fait que dans les années 2000 et qui est évidemment contesté de nouveau depuis quand même quelques années par tous les groupes, par le mouvement MeToo, par le mouvement des queers, trans, tout un féminisme qui est donc contesté par ses marges et par des mouvements évidemment décoloniaux.
Alors actuellement, pour terminer, actuellement, moi ce que je dirais, c'est qu'il y a justement un énorme mouvement contre-révolutionnaire planétaire contre les femmes, que ça va depuis Bolsonaro jusqu'à Trump, et puis quand même la décision de la Cour suprême de revenir sur la liberté de l'avortement aux États-Unis, à Orban, à Modi en Inde, à Macron en France, etc., etc. Parce que justement, ces mouvements autochtones, féministes, radicaux, féminismes décoloniaux, queer, trans, menacent profondément le patriarcat et donc l'État patriarcal raciste. Et la violence des fémicides, la violence, les menaces de viol, les menaces, je veux dire, le fait que, par exemple, le plus grand nombre de militants environnementalistes assassinés en Amérique centrale et en Amérique du Sud sont des femmes, sont des militantes. Il y a vraiment visé vraiment tout ce qui est montré, et notamment dans toute la question environnementale. Et de montrer aussi toute la panique sur les trans qui existent aux États-Unis, en Angleterre, en France, et puis évidemment le gay washing de l'autre côté, le queer washing, mais bon, ça on peut en parler, mais vraiment ce mouvement, un grand mouvement contre-révolutionnaire planétaire qui ne vise pas évidemment que les mouvements décoloniaux, enfin les mouvements de femmes décoloniaux ou gays ou trans, mais tout le mouvement décolonial. Il n'y aura pas je veux dire, le message c'est il n'y aura pas de décolonisation. Nous serons des ennemis déterminés contre vos mouvements. Et donc il faut le voir, ce mouvement contre-révolutionnaire, qui évidemment peut être impressionnant, criminalisation, arrestation, diffamation, précarisation, pauvreté, est aussi à la hauteur de la peur générée par ces mouvements. C'est-à-dire du fait que vraiment le patriarcat, le capitalisme patriarcal et raciste et racial est pris et vraiment contesté. Et l'État, évidemment, qui est son serviteur, est vraiment contesté. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, il y a des mouvements partout, qui sont des mouvements justement... Je ne voudrais pas simplement dire féministes, parce que ça peut aussi vouloir réduire des mouvements de femmes qui ne ressentent pas le besoin de se dire féministes, mais en tout cas des mouvements absolument déterminés partout contre tout ce qui est les abus de pouvoir, depuis évidemment MeToo, mais aussi ce qu'on a vu en Inde après que cette jeune femme médecin ait été brutalement violée et assassinée. Hommes et femmes sont descendus dans la rue. Il y a tous les mouvements contre les il y a des mouvements partout. Partout, et il y a effectivement le sentiment d'un danger que fait courir le capitalisme patriarcal et racial à la planète, je veux dire en conditions de vie. Et donc il y a vraiment là un mouvement qui émerge, des mouvements qui émergent partout contre cette destruction et cette dévastation. Et évidemment, qui provoquent de l'autre côté des réactions, puisque continuer la dévastation et l'extraction fait partie, est inséparable, je veux dire, sinon c'est la mort du capitalisme racial. Donc, et ces mouvements donc sont extrêmement importants. Donc c'est le féminisme civilisationnel qui continue à être là, ce féminisme blanc bourgeois, enfin blanc au sens surtout bourgeois, parce qu'il existe aussi pas seulement en Europe ou en Occident, mais blanc au sens donc de soutenir l'hégémonie enfin de l'impérialisme. Ces autres formes d'hégémonie qui sont construites aujourd'hui mettent extrêmement en danger. On est dans un moment vraiment de nouveau de lutte frontale avec le capitalisme racial et patriarcal. Merci beaucoup Françoise. Alors, je vais préciser quelque chose que je n'ai pas précisé tout à l'heure. On a demandé à Françoise, avant sa venue, de discuter des contradictions entre ce qu'on va appeler les luttes progressistes occidentales telles qu'elles sont vues habituellement et les luttes décoloniales et antiracistes. Ce questionnement, il vient pas de nulle part. Il vient parce que des camarades, des amis, des collectifs, notamment queer et féministes, localement, se sont vus prendre le reproche d'être trop
D'un soutien trop ferme et inconditionnel sur ces questions-là, et notamment depuis la question palestinienne, depuis qu'elle ressurgit sur l'espace public, et de ne pas conditionner notre soutien. Je vous le fais rapidement, la phrase assez courte et rapide de si vous savez ce qu'on vous ferait si vous étiez là-bas, donc grosso modo, hein, au PD, lesbiennes et trans. Donc nous, évidemment, on refuse ce regard-là. On porte un regard politique pour quand on veut parler des questions décoloniales, on essaye de porter un regard décolonial, tout simplement. Et pour nous, c'est important de l'interroger, d'autant plus que le Havre des Luttes, qui en son sein contient pas mal de personnes queer, pour ainsi dire, s'est vu reprocher ça à d'autres instants aussi, au moment de soutenir ou de recevoir des personnes uniquement qui étaient arabes et parlaient d'antiracisme. Par exemple, ça va vraiment pas plus loin que ça pour qu'on vienne nous le reprocher. Et donc, c'était une façon aussi d'avoir cette conversation, au vu du moment qu'on a en ce moment, qui me paraissait plutôt important. On va passer maintenant le micro pour si vous avez des questions. Justement, à ce propos, là, ce côté de reprocher, mais qu'est-ce que vous faites si tu étais une femme là-bas, tu serais enfermée et tu aurais 15 enfants. C'est complètement grotesque. Parce que la lutte, moi, si je suis ici, je suis ici, c'est ici que je lutte. Je ne vais pas donner des leçons à des personnes ailleurs au Pérou. Je veux dire, cette idée, on sait bien que si tu mènes la révolution ici, ça sert là-bas. Et on sait bien que les victoires là-bas nous encouragent. Bien sûr. Je veux dire, nous servent au sens de nous encourager ou de nous donner des idées, de voir, tiens, on n'avait pas pensé à ça. Donc cette idée-là, que l'internationalisme, c'est pas courir partout. C'est au contraire, là où tu es, de mener la lutte pour affaiblir cette machine. Bien sûr. Et en l'affaiblissant, tu l'affaiblis ailleurs. Et ce que tu disais tout à l'heure aussi, sur l'aspect déterminé et de détermination, parce que n'ayez pas de doute, d'où que soit le lieu duquel vous militez. Je vais être transparent avec vous, j'ai eu une conversation il n'y a pas longtemps avec une personnalité politique havraise de la majorité, donc pas du tout de gauche, et qui, la conversation, on parlait des questions queer, de l'ambiance actuelle, et elle était plutôt d'accord, cette personne, pour me dire que oui, effectivement, on n'était pas dans les meilleures conditions et qu'il y avait un gros backlash, notamment sur les questions de genre qui arrivaient. Et la conclusion était quand même, mais peut-être que ça irait mieux si vous ne parliez que de votre domaine. Alors moi, j'ai eu une réponse assez simple. Je lui ai dit, je ne vous fais pas l'insulte de penser que... Enfin, de parler que de votre domaine, vous parlez de politique générale, vous êtes élu pour parler de l'ensemble de la vie citoyenne, c'est la politique, et donc on se donne le même droit. Absolument. On parle de tout, on veut faire vie commune avec tout le monde, donc il faut qu'on s'intéresse aux autres et pas que à nous. Et évidemment, derrière, on va pas se mentir, il y a une invitation, parce que je fais un peu partie du milieu militant en vrai, il y a une invitation à la négociation. On peut peut-être faire des choses ensemble, si sur ça, vous vous taisez un petit peu. Donc voilà, quand tu as parlé de détermination, ça me paraissait plutôt important parce que ce n'est pas que symbolique, ça se traduit vraiment aussi dans la réalité du terrain. Absolument. Et maintenant, voilà, moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Je vais vous laisser poser des questions, sinon je pourrais parler longtemps. On a un micro d'ailleurs, si jamais vous avez des questions. Tiens, Alexis, ça te dérange de prendre le micro pour le faire passer? Merci, et salut d'ailleurs. Qui veut parler en premier? Tout le monde va parler, hein. Il faut pas. N'hésitez pas. Il faut se lancer. Pas de questions. Sinon, moi je vais en poser des questions. Ouais. Tu es prêt? Je suis prêt. Allez. Tu as envie. BT, on parle des luttes décoloniales. C'est un autre débat qu'on a souvent dans la gauche havraise. Je sais qu'il y a des personnes de la lutte décoloniale dans la gauche havraise. Et on a souvent aussi, on nous fout une injonction aller... alors, période législative, très bon exemple. Nous, on nous a fait l'injonction au Havre des Luttes, aller militer dans les quartiers.
avec les quartiers. Alors moi j'ai déjà un problème, c'est que je suis au Havre depuis pas longtemps, donc avant de parler des quartiers, voilà, les quartiers, les banlieues, hein, on va pas se mentir, je connais déjà pas tous les quartiers tout court. Et nous, c'est vrai qu'on a eu une problématique, c'est que souvent derrière le aller militer dans les quartiers, donc avec des personnes qu'on connaît pas, on n'a pas eu l'occasion de rencontrer des personnes militantes avec qui on peut échanger, ça ne peut avoir qu'un aspect paternaliste. Mhm, Ça ne peut pas prendre un autre aspect, mhm, parce que s'il y a une initiative, on peut tendre un micro, mettre en avant, mhm. discuter, il peut y avoir... Mais là, ce n'est pas le cas. Et j'aimerais bien avoir ton point de vue sur ces injonctions. Mais on va pas se mettre à explorer les quartiers en apportant la bonne parole. Je sais pas moi. Il y avait des gens qui faisaient ça, mais c'est pas le travail des coloniales. Non, je comprends que ça soit pas facile. Et puis de toute façon, il n'y a pas de raison que les quartiers accueillent comme ça gentiment. Il y a des divisions, il y a des conflits. Ça va pas se défaire ainsi. Il faut pas non plus mythifier les quartiers. Et il y a dans les quartiers des luttes. Donc c'est d'être attentif plutôt à quelles sont les luttes qu'il y a dans les quartiers et comment être en solidarité avec ces luttes. Ou alors les faire connaître aussi, parce qu'il y en a qui sont même pas connus. Les faire connaître, c'est pas, il n'y a pas une passivité totale, mais de la même manière, si tu veux, c'est ce truc, c'est comment faire connaître les luttes partout, dans les quartiers ou ailleurs, Bien sûr, partout. bien sûr. Pour montrer que justement ça n'arrête pas, que ça bouge, quoi, tu vois. Mais ces injonctions, oui, mais alors est-ce que vous avez pensé à, je sais pas, est-ce que vous avez coché toutes les cases de tous les groupes et minorités? Vous n'avez pas oublié les trans là? Bon, bah, c'est pas bien, etc. Enfin, je veux dire, c'est pas comme ça que ça se passe non plus, si tu Bien veux. sûr. Et puis ça prend du temps. Donc aller militer dans les quartiers, mais ça veut dire quoi les militer? C'est pas de débarquer. Militer, c'est pas de débarquer. Militer, c'est vraiment d'abord de savoir ce que c'est que ce quartier, comment ça vit, quels sont les gens. Puis alors, c'est une idée, tu vois, du quartier où les gens vont être là en attente. Puis il y a des, je sais pas, moi, les gens y vivent. Il y a des pères de famille, des mères de famille, il y a des enfants qui vont à l'école. Enfin, je sais pas. Donc quel est le problème? Est-ce que c'est le problème, par exemple, s'il y a un problème à l'école? Tu vois? Tu pars de ces luttes-là, tu vas pas, Bien sûr. sinon, je veux dire, c'est vraiment de la colonisation, là, tu vois, c'est d'aller leur dire ce qui est bien, ce qui est pas bien. Oui, Mais de la même manière que moi, je ne vais pas accepter qu'on va me dire, voilà ce qu'il faut faire. Par contre, je peux accepter d'être interrogée, d'être questionnée par quelque chose auquel j'ai pas pensé, ou un aspect de la lutte, ou une manière de lutter à laquelle j'avais pas pensé. Ou alors le fait de voir aussi des formes de lutte qui ne sont pas nécessairement les miennes, mais qui sont, voilà, qui sont des luttes. Alors, je vais pas non plus faire semblant, si tu veux. Mais tu te mets aussi là où on te demande de te mettre. Donc, s'il y a une demande de solidarité, tu te mets là où on te demande de te mettre. bien sûr. Tu vois, quand il y avait la grève des femmes d'Ibis-Patignolles, elles demandaient qu'on les rejoigne sur leur piquet de grève. Bah, tu allais les rejoindre sur le piquet de grève. Tu te mettais là au piquet de grève. Je veux dire, tu prenais pas la parole ou je sais pas quoi. Tu te mettais sur le piquet de grève. Parce que c'était ça qui était demandé. C'était demandé. Donc après, tu pouvais toujours un peu discuter, mais c'était quand même beaucoup, malgré tout, leur affaire. C'est elle qui savait qu'elle se lève à 4 heures du matin, qu'il y avait un viol justement de l'une d'elles, parce que c'est des lieux de très grande violence sexuelle, l'industrie du nettoyage. Mais tu es là, c'est elles qui mènent leur lutte. Elles la mènent comme elles l'entendent, comme elles le veulent. Oui, La seule chose, c'est par exemple, elles veulent que tu répercutes, elles veulent que tu, de là où tu es, elles se disent tiens celle-là, bah tiens si elle en parle on va l'écouter un peu plus. Bah, tu fais ce qu'on te demande de faire. bien sûr. Déjà, merci beaucoup pour votre intervention. Et moi, ma question, elle se porte plutôt donc, sur les partis de gauche. Est-ce que vous n'avez pas une impression qu'il y a un certain white saviorisme derrière certains partis de gauche en Certain France? quoi? White saviorisme, ce phénomène où... Ah, pardon. donc, ce phénomène... D'accord. Ce phénomène où on a l'impression que c'est grâce à ces partis-là qu'il y aura une vraie décolonisation, mais j'ai plutôt l'impression que c'est un peu un fonds de commerce pour ces personnes-là, donc qui voudront jamais vraiment aller vers une totale décolonisation parce que c'est leur fonds de commerce et parce que sans décolonisation, eh ben, ils peuvent plus, comme vous avez dit, militer dans les quartiers.
Merci. Les partis de gauche ont été touchés par la mission civilisatrice. Certains l'ont défendue, certains l'ont vraiment portée. Il y a toute une partie des socialistes qui ont porté la mission civilisatrice, qui pensaient que c'était bien d'apporter, parce qu'on apportait la République, c'était pas la monarchie. En plus, donc les Français, c'était pas comme les Anglais, quoi. Hein, c'était la République. Et donc cette question de sauver, c'est au cœur de la mission civilisatrice, de ce que la France a appelé la mission civilisatrice. Donc, c'est-à-dire vraiment, mission était donnée à la France et aux Français de civiliser, en respectant, en acceptant. Bon, alors après, évidemment, si vous voulez, c'est aussi dans cette conception de l'aide, hein, justement de White Savior, c'est l'idée que, mais on est généreux, et puis un jour, peut-être ces gens vont arriver au même niveau que nous. Mais en fait, ils ne peuvent pas y arriver. Donc, la mission civilisatrice, elle est infinie, quoi. Elle est infinie. Je veux dire, elle ne s'arrêtera jamais, donc, de toute façon. Et il y a aussi... alors, il y a le côté de gauche, c'est on va vous aider, puis il y a le côté de droite qui est mais où sont vos Mozart et vos Kant, etc. Bon. Vous n'avez pas, qui est vraiment là aussi. Donc, on va peut-être vous apporter un peu de. Vous n'avez pas de philosophie, vous n'avez pas d'art, vous n'avez pas vraiment de littérature. C'est juste la littérature orale. Vous n'avez jamais eu de ville vraiment, quoi. Vous avez été toujours dans des espèces de cases hein, autour de trois arbres, etc. C'est toute une représentation d'une idée qui est aussi s'appuie sur une profonde ignorance, que ce soit de l'histoire africaine ou asiatique, qu'il y avait des empires, qu'il y avait des villes, de grandes villes, qu'il y avait absolument un commerce constant à l'intérieur du continent africain et entre le continent africain et à travers la Méditerranée et à l'est avec l'Asie, avec ce qu'on appelle l'Asie. Donc oui, cette idée de White Savior, elle est profondément ancrée dans l'idéologie universaliste française. C'est pas tout à fait ça chez les Anglais. Les Anglais, c'était le fardeau de l'homme blanc. C'était vraiment un fardeau, quoi. Faut y aller. Mais bon, c'était vraiment. Alors que les Français, c'était vraiment cette idée. La France a toujours voulu se distinguer de l'Angleterre comme ça, en disant que nous en France, on n'a pas fait les choses aussi horriblement, alors que c'était absolument pareil. Mais oui, cette question. Et puis aujourd'hui, ce complexe du White Savior s'est étendu partout. C'est dans l'humanitaire, c'est dans le féminisme. C'est dans les partis de gauche, parce que ça permet de maintenir l'idée d'une supériorité. On vient vous aider. Et de ne pas de vouloir nier les manières de lutter locales, les façons même de le formuler, quoi. Comme s'il y a aussi la manière de formuler ces aspirations qui n'utilisent pas nécessairement les mêmes termes, mais du coup, c'est pas considéré comme étant vraiment solide, quoi. La conception de la liberté ne peut ne pas être dite de la même manière, la conception de la dignité, mais voilà. Donc oui, mais de toute façon, il y a une une grande crise des gauches européennes, pas seulement sur beaucoup de questions, parce que on est face à vraiment des catastrophes planétaires du climat, catastrophes d'immigration, tout ça. Et on voit qu'ils ne sont pas du tout à la hauteur. Pas du tout à la hauteur. Les propositions, elles viennent d'en bas. Elles ne viennent pas de là-haut. Donc, il y a effectivement, ils ne sont pas sortis d'une conception du monde et d'une conception des relations qui date du 19e siècle. Ils ne sont pas complètement sortis de là. Très difficilement, pratiquement pas. Mais vous savez, aujourd'hui, vous allez en Kanaki, ou vous allez à La Réunion, ou vous allez en Guadeloupe, vous entendez des Français parler comme les colons parlaient en Algérie, ou comme les colons israéliens parlent aujourd'hui. On vous a apporté des routes, des hôpitaux, des ponts, l'école, tatati tatata, et vous ne savez pas quoi en faire. Regardez qu'en Kanaki, les colons proposent de diviser l'île en deux. Le sud pour les Blancs, le nord pour ces gens-là, parce que de toute façon, on ne peut pas être avec eux, on ne peut pas vivre avec eux. C'est-à-dire c'est la proposition d'un apartheid en 2024, avec je veux dire, la question, ce que vous dites, c'est aussi lié pour moi à l'idéologie de la colonisation de peuplement.
On pense que la colonisation de peuplement, c'est le monde colonial d'avant. Hein, il n'y a pas de relation avec le monde d'aujourd'hui. Mais vous avez quand même des pays qui des démocraties libérales qui se sont fondées sur leur sol, sur la colonisation de peuplement, pas extérieure. Les États-Unis, génocide, massacre, dépossession. La plus grande démocratie du monde, c'est le monde libre. C'est le phare du monde libre, suivi par le Canada, Nouvelle-Zélande, Australie. Ils se sont même construits comme étant justement différents de l'Europe, plus moderne, l'Europe ayant été quand même horriblement colonisatrice. Donc, nous, on n'a pas fait des choses, les États-Unis, on n'a pas fait des choses horribles comme ça. Il y a tout le temps. Vous pouvez lire dans des journaux américains encore aujourd'hui sur la question coloniale de la France. Apparemment, les États-Unis n'ont rien à voir, n'ont pas de colonialisme ni interne ni externe. On ne sait pas ce que c'est Hawaï, Porto Rico, tout ça. Bon, apparemment, il n'y a pas de problème. Donc, ce lien entre colonisation de peuplement et démocratie, il est très fort dans le moment du XXe siècle. Et sa dernière émergence, ou c'est Israël, la seule démocratie du Proche-Orient, et absolument une colonisation. Donc le lien, la possibilité de coloniser tout en se disant démocrate, tout en disant, est vraiment lié à des idéologies profondes ancrées en Occident qui sont liées, que ce soit à gauche ou à droite, dans l'idée profonde d'une supériorité. D'une supériorité qui n'est pas nécessairement, qui ne se présente pas comme raciste, hein, nécessairement. Bon, en Israël, c'est clairement raciste, mais pas nécessairement, mais on veut vous aider. Oui, parce que vous aviez parlé du fait qu'on criminalisait souvent tous les mouvements qui sont décoloniaux sont directement considérés comme anormaux, radicaux et qu'il faut éliminer, et que le seul exemple à suivre, c'est l'exemple occidental. C'est aussi, on en parlait au déjeuner. Alors, c'est le seul exemple, et puis aussi, si vous voulez, il y a une idéologie de la respectabilité. Si vous parlez gentiment, proprement, avec les mots comme il faut, on vous écoutera. Hein, c'est « Oh, mais qu'est-ce qu'il parle bien français? Qu'est-ce qu'elle parle bien français ?» Là, peut-être, on va... Mais sinon, donc il y a toute une manière d'être qui est exigée pour ce que vous dites soit entendu. La guerre d'Algérie, c'est des terroristes. C'est des personnes à qui on ne va pas négocier. La France va envoyer l'armée. L'Afrique du Sud, avant que Mandela devienne l'icône de l'Occident, c'est un terroriste envoyé sur Robben Island pendant 27 ans. Donc la question aussi de comment dire, à quel moment il y a une pacification possible. C'est-à-dire il y a criminalisation, taper sur la tête, et pacification au même moment. Les deux peuvent être au même moment. Pacification, ça veut dire, mais avec certains d'entre vous, on peut parler. Quand même, avec vous, on peut parler. Les autres, vous êtes d'accord quand même, c'est quand même pas... Ça va un peu trop loin, quoi. Et là, vous divisez d'ailleurs les mouvements, hein, bien sûr, vous divisez les mouvements, et puis vous imposez le fait que c'est comme ça qu'on va obtenir quelque chose, et donc vous aussi, non pas seulement criminalisez, mais vous faites, comment dire, toute confrontation devient négative, c'est la violence, mais vous êtes la violence, c'est-à-dire qu'il masque la violence quotidienne, absolument quotidienne, du racisme et du capitalisme, la violence sur les corps, la violence sur les esprits, la violence des personnes épuisées, stressées, se demandant comment elles vont finir le mois, étant confrontées au racisme tous les jours, au sexisme. Et le capitalisme, c'est une économie de l'épuisement des corps et de l'épuisement de la terre. Depuis le début, ça a été d'épuiser les mines, d'épuiser les terres, de faire des plantations, d'exploiter les corps jusqu'à leur mort. L'espérance de vie, et je mets ça entre guillemets, dans les plantations était de 8 à 10 ans. De 8 à 10 ans. Donc, les gens mouraient très jeunes, et aujourd'hui, les gens meurent. Les gens meurent, ceux qui essayent de fuir les guerres que l'Occident a amenées chez eux, ou la catastrophe climatique qui est quand même causée par le capitalisme, elles peuvent mourir. De nouveau, c'est des vies qui ne comptent pas.
Des vies qui ne comptent pas. On est face vraiment à un enjeu très très profond face à une économie qui repose sur la mort, quoi, qui repose sur la destruction du vivant, pas au sens, voilà, les petits oiseaux, tout ça. Il y a vraiment des choses très profondes. J'ai travaillé beaucoup sur le fait que, par exemple, dans les divisions des vies qui comptent et des vies qui ne comptent pas, bon, il y a évidemment les morts qu'on voit dans la Méditerranée, mais il y a des choses tous les jours profondes, c'est-à-dire que, par exemple, chaque année, vous avez plus de morts causées par l'air pollué que par toute autre cause. Ça veut dire que les gens ne respirent plus, ne peuvent plus respirer. Il y a des millions de personnes qui sont condamnées à ne pas pouvoir respirer, donc de mourir. Donc la mortalité par l'air pollué augmente. Mais l'air pollué est causé par quoi? Et donc pendant ce temps-là, vous avez de plus en plus de parcs qui sont faits, d'endroits avec de verdure, tout ça, qui sont protégés, des enclaves protégées, où là, les riches pourront envoyer leurs enfants, il y aura des papillons et des oiseaux, et puis ils pourront respirer. Mais cette fabrication d'un monde irrespirable, elle vise directement des milliards de personnes aujourd'hui. Donc il y a des enjeux et qui, évidemment, toute cette gauche n'est absolument pas à la hauteur, mais absolument pas à la hauteur des enjeux qui se posent aujourd'hui. On peut aussi faire un parallèle avec ce qui se passe au Congo, parce qu'il y a un génocide qui a fait plus de 6 millions de morts, mais comme c'est pour avoir des iPhones, c'est pas grave. Oui, de toute façon, aujourd'hui, il y a vraiment il y a toujours eu de la brutalité, mais là, quand même, avec les réseaux sociaux, tout ça, on la voit plus, quoi. On voit ce qui se passe au Soudan, on voit ce qui se passe au Congo, on voit ce qui se passe en Palestine, au Cachemire, à Myanmar. Je veux dire, c'est partout. Au Brésil, l'Amazonie est en train de brûler. Donc, on voit à quel point c'est une machine de destruction. Hein, c'est une machine de destruction. Et qui pose une question, parce que si vous voulez, la question aussi, c'est que le capitalisme offre un futur. C'est un futur de technologie, d'intelligence artificielle, où je veux dire, il y aura des solutions technologiques à tous les problèmes qui se posent, on ira sur Mars ou je sais pas quoi, c'est des fictions évidemment, mais c'est une offre. C'est une offre assez tentante. Quand il y a des villes qui se construisent en Asie, je veux dire, à côté des vieilles villes d'Europe, ça n'a rien à voir. Hein. C'est des villes connectées, comme on dit, smart cities. Justement, pour revenir à votre question sur la gauche, qu'est-ce qu'une gauche radicale, abolitionniste, décoloniale offre comme futur? Pas seulement de faire en sorte que le RN ne soit pas élu. Hein, bon, ça, c'est la constante urgence. La constante urgence. Mais si on passe notre temps à éteindre l'incendie là, et puis l'incendie là, mais pendant ce temps-là, on ne construit pas la maison. Hein. Donc, il faut aussi nous inventer. Je veux dire, il y a eu dans l'histoire des futurs imaginés. Pour les esclavisés, c'était la liberté. Pas un jour des 4 siècles d'esclavage ne s'est passé sans une révolte quelque part. Sans un suicide, sans vouloir apprendre à lire, tout ce qui était interdit, on le fera. Parce que un jour, on sera libre. Un jour, nous serons libres. Ensuite, vous avez les idées de communisme, de socialisme, des idées qui étaient l'indépendance, la fin de la colonisation. Quel est aujourd'hui? Quel est le futur? Quel est le futur désirable? Quel est le futur désirable? Et pas seulement la réaction, pas seulement la position défensive, mais quelle est la position offensive? On ne peut pas simplement passer notre temps à se défendre contre, je veux dire, parce que, et en plus, comme les assauts sont sans fin, et bien, alors, il y a l'épuisement, il y a le découragement, qui peuvent être là, parce qu'on a beau faire, on ne voit pas, et qui nous fait oublier qu'il y a plein de choses qui se passent en plus, il y a plein de luttes, il y a plein de victoires, il y a des défaites, mais la défaite, elle fait partie de la lutte. Alors, on va arriver au niveau timing bientôt à la fin. Je voudrais juste rajouter quelque chose là-dessus. Nous, on s'est créé aussi sur le constat qu'il fallait réfléchir un projet pour.
D'ailleurs, sur cette question-là, on était très content de recevoir Bernard Friot, hein, d'ailleurs, qui est pour. Il s'énerve beaucoup parce qu'on ne peut pas construire contre. Et on était très content de faire la rencontre aussi avec Ouria, justement, sur un communisme décolonial. Je vais revenir sur autre chose parce que tout à l'heure aussi tu parlais de questions très lointaines. Les luttes qui nous paraissent lointaines peuvent avoir des grandes emprises localement sans qu'on s'en rende compte. Là, je vais prendre comme exemple la Palestine. On a un maire qui est président qui est président d'un parti Horizon, qui a des députés à l'Assemblée, qui a déclaré, c'est pas une déclaration anodine, il déclare que la reconnaissance de la Palestine peut se faire, le jour où ça s'apaisera, on verra. Mais il faut d'abord la paix. On ne peut pas construire la paix entre deux pays tant que les deux États ne sont pas reconnus. Il entérine le fait qu'il s'en fiche quand il dit ça. Vraiment, c'est une position politique. Il a des écrits là-dessus. Par exemple, il théorise le fait... Alors moi, je ne suis pas pour le paternalisme où il faut qu'on aide les pays pauvres. Non, moi, je suis pour qu'on crée un internationalisme décolonial, communiste. Je suis un petit peu radical sur la question. Mais Horizon, actuellement, théorise le fait que le peu d'aides qui sont données aux pays du tiers-monde va falloir arrêter. Parce que quand ils commencent à se développer, en fait, les plus riches viennent dans nos pays. Je vous invite à lire les cahiers d'Horizon. Je ne spécule pas, ce sont des prises de position. Suite au meurtre de Naël, le sujet, et donc aux révoltes que cela crée, hein, le sujet qu'aborde notre maire, c'est la question du racisme anti-blanc. Je ne sais pas si on s'imagine un peu l'ignominie de la chose. Il y a un meurtre raciste qui est fait dans notre pays, et puis... Bon, grosso modo, c'est de sa faute. C'est ça ce qu'il conclut. Il théorise le fait qu'il faut un statut spécifique aux musulmans en France dans son dernier livre. On a vraiment, rien que localement, rien qu'avec notre maire, sans parler d'autres institutions, on parlait de la gauche, il y a des partis avec lesquels on n'est pas d'accord, on a fait des inters ici ou des réunions, notamment suite au meurtre de Naël, mais pas que, où on ne peut pas dire qu'on a une position antiraciste hégémonique au Havre à gauche. Ça serait se foutre de notre gueule. Donc, vraiment, localement, tout se passe pas à Paris. Localement, il y a des emprises à faire et n'hésitez pas à aller militer. Moi, je dis pas venez au Havre des Luttes, nous on s'en fiche, on n'est pas un parti, on n'a pas besoin de cartes. Allez dans les assos, allez dans les syndicats. Je pense à l'ACETI qui fait un taf toute l'année de dingue. Il y a le collectif Palestine, il y a même les partis avec lesquels on peut ne pas être d'accord. On a déjà notre gauche à changer aussi. Voilà, c'est juste un petit mot. Oui, et puis moi, oui, parfois on me pose la question, mais que faire, tout ça, mais c'est à nos portes. On n'a pas besoin d'aller plus loin, c'est à la porte, là, c'est à la porte qu'il y a des choses à faire. Après, bon, on intervient, comment on peut intervenir, là où on est. Mais en fait, il faut vraiment constamment, et puis soutenir les luttes. La Palestine, en ce moment, c'est vraiment la division, hein. C'est la ligne de front, hein. C'est vraiment la ligne de front. Et là, on voit à quel point la colonisation de peuplement doit être protégée par l'Occident. Parce que si ça s'effondre, c'est tout un édifice qui s'effondre, idéologique. Parce que la colonisation de peuplement, c'est l'Occident, c'est la modernité occidentale. Et effectivement, donc, comment construire un communisme décolonial, comment réapprendre. Mais moi, je suis quand même frappée par le fait que les luttes, ça n'arrête pas. Il n'y a pas de jour où il n'y a pas quelque chose. Il n'y a pas de jour où il n'y a pas quelque chose. Et donc, on est vraiment dans un moment extraordinaire à la fois de grosse répression, parce que justement, il y a une trouille totale chez les puissants, et d'incroyables organisations, de courage extraordinaire, et puis de changement, de glissement. Là, je veux dire, toute la jeunesse de l'Afrique de l'Ouest, là, elle est dehors, ça, on sait pas où. Mais même ici, par exemple, la naissance, la création des soulèvements de la terre a changé énormément de choses sur la question de la terre et de l'eau, la manière dont elle a été posée en France. Donc, il faut voir aussi comment ça bouillonne. Ça bouillonne énormément. Les jeunes musulmans qui se prennent en charge, les filles voyées qui s'affirment dans l'espace public, tout ça, c'est vraiment des résistances à un ordre totalement raciste et sexiste.
On le voit d'ailleurs, dernière manifestation, en vrai, j'ai vu des amis et tout ça qui avaient l'air tristes des derniers résultats, de comment ça se passait, l'ambiance et cette impression que c'est de plus en plus dur. Mais moi, je me rappelle, il y a 10 ans, moi j'ai été un jeune un peu radical très vite, par exemple, qui va se dire marxiste, mais il y a ouais 12 ans, on avait l'air fou quand on disait ça. Enfin, c'était où on était les rigolos, quoi. Aujourd'hui, alors oui, effectivement, par rapport au reste de l'hégémonie, on peut avoir l'impression qu'on n'est pas nombreux. Ça, c'est clair. Mais par contre, on peut se permettre d'aborder des sujets très radicaux sans être Mm. seul et avec en plus des gens qui ont une volonté et qui viennent d'horizons Mm. où avant on se parlait pas. Et puis, il faut se préparer, il faut se préparer. Regardez comment des groupes euh, se sont organisés dans des situations de criminalisation accrue et de répression accrue. Enfin, il faut aussi penser, parce qu'on est à un moment donné, comme à d'autres moments historiques, on est à un moment, c'est pas que tout après c'est la paix, mais on est quand même à un moment là de coalescence des choses. La Palestine a mis à jour tellement de choses, mais aussi des mouvements comme des mouvements décoloniaux et en France, si on fait en France, les mouvements décoloniaux, ce que tu rappelais aussi de nouveaux prisonniers politiques, comment on va lutter en solidarité avec les prisonniers politiques kanaks, mais aussi avec Georges Abdallah, il doit sortir de prison, c'est pas possible. Donc il y a des tas de choses. Du côté des femmes, je veux dire, il y a aussi la dénonciation des violences sexuelles et sexuées. Donc il y a quand même des tas de terrains de lutte. Il y a les nouvelles, il y a toutes les lois qui sont passées, qui sont des lois scélérates. Mais dont on sent pas toujours les effets, parce que comme tu sais, les lois, il faut les décrets, tout ça, et puis finalement, on va sentir l'effet, mais enfin, elles sont là. Elles sont là. Il y a un appauvrissement. On fait partie d'une Europe qui est totalement raciste et néolibérale. Le terrain est grand. Le terrain de lutte, il est grand. Il est grand, mais oui, mais il est là. Et puis on a quand même des résurgences de fascisme qui sont là. Des gens qui parlent comme ils ne parlaient pas il y a 10-15 ans. Avec une violence, je veux dire, avec des promesses de mort, quoi. Je veux dire, les fascistes redéfilent dans les rues, quand même. Non, il faut qu'on se prépare aussi. Qu'on se prépare à la fois là, sur le présent, et puis aussi, je le disais, il faut qu'on ait nos utopies émancipatrices. Mais je vais profiter sur le faut qu'on se prépare et sur les utopies émancipatrices pour arrêter cet échange maintenant. On va faire 5 minutes de pause parce qu'il va y avoir peut-être des cartes de mémoire à changer, des petits bilans à faire et je vous invite, il y a un petit bar avec sirop, café, thé à prix libre. Si jamais vous voulez rajouter un peu d'argent dans la boîte, ça vous permet de financer le Havre des Luttes qui est complètement autofinancé. Donc n'hésitez pas. Il y a, je crois, Havraise pour la Palestine qui a fait un petit stand, si je ne me trompe pas. Je vous invite à aller les voir et n'hésitez pas si vous voulez aussi voilà, vous faire un don au lieu aussi. Voilà. Merci beaucoup Françoise Vergès. Merci.